Regardez cette flèche. Sur la photographie, eh bien, elle ne bouge pas. Elle occupe plutôt un endroit précis. Et pourtant, nous savons qu'elle vole. Alors, posons la question de Zénon. Si la flèche est quelque part à chaque instant, quand est-ce qu'elle bouge? Eh bien, le mystère se trouve également devant vous dans une voiture. Le compteur affiche 80 km/h, maintenant et à cet instant précis. Mais une vitesse se calcule normalement avec une distance divisée par une durée, donc sur un intervalle de durée 0. Le déplacement vaut 0 lui aussi. Alors la recette naïve donne 0 sur 0. Ce n'est pas une vitesse, c'est plutôt un signal d'alarme. Notre formule de moyenne ne sait pas encore parler d'un seul instant. Mais rassurez-vous, car il existe un outil. Et cet outil qui résout ce problème porte un nom, la dérivée. Nous allons donc la construire sans rien supposer de connu. Et à la fin, vous comprendrez ce qu'affiche le compteur, ce qu'est la pente d'une courbe et pourquoi il ne faut jamais remplacer brutalement un petit écart par 0. Mais avant tout, une précision de langage nous évitera déjà un piège. Un instant n'est pas un minuscule intervalle de temps. Un intervalle possède un avant et un après. Un instant est seulement une position sur la ligne du temps. Nous ne cherchons donc pas à faire entrer de force une distance parcourue à l'intérieur d'un instant, nous regardons plutôt comment les distances se comportent tout autour de lui. Bien, imaginons une fonction très simple. Je lui donne un instant du voyage et elle me répond quelle distance la voiture a parcouru. Une heure entre et 30 km sortent. Il y a donc une entrée, une règle et une sortie. Cette fonction, elle possède un portrait, une courbe. Horizontalement, le temps. Verticalement, la distance. Pour lire la courbe à une heure, je pars de 1 heure, je monte jusqu'à la courbe, puis je lis à la hauteur, 30 km. Si la courbe grimpe doucement, la distance augmente lentement. La voiture roule donc peu vite. Si elle grimpe fortement, la distance augmente rapidement. Elle augmente assez vite. Donc la forme de la courbe contient déjà l'histoire du compteur. Il nous reste à apprendre à la lire. Quant à elle, une partie horizontale raconterait un arrêt. Le temps avance, mais la distance ne change plus. Une partie parfaitement droite raconterait dans ce cas-là une vitesse constante, et une courbe de plus en plus raide raconterait une accélération. Donc avant même d'écrire une formule, nos yeux savent donc distinguer trois comportements très différents. Alors, commençons par ce que vous savez déjà. 100 km en 2 heures donne 50 km/h. C'est une vitesse moyenne. Elle décrit tout le trajet par un seul nombre, même si la voiture a accéléré ou freiné. Sur la courbe, je vais donc choisir 2 instants et je relie les 2 points. Ce trait s'appelle une corde. Entre les 2 points, j'avance d'une certaine durée vers la droite et je monte d'une certaine distance vers le haut. Donc finalement, la distance gagnée divisée par temps écoulé, c'est ça la vitesse moyenne. Nous venons donc de transformer un calcul en dessin. La vitesse moyenne est l'inclinaison de la corde. Et cette idée dépasse la voiture. Si la courbe représente la température d'une soupe, par exemple, eh bien la pente moyenne dit de combien elle refroidit par minute. Si elle représente l'argent d'une tirelire, la pente moyenne dit combien d'euros s'ajoutent par semaine. Une pente est toujours une variation de sortie comparée à une variation d'entrée. Alors, je l'ai déjà mentionné, mais voici le mot le plus important de la vidéo, la pente. Elle répond à une question d'enfant finalement. De combien ça monte quand j'avance d'un pas? Par exemple, j'avance d'1 mètre et je monte de 5 cm. La pente, elle est assez douce. Si cette fois-ci j'avance d'1 mètre et je monte de 60 cm, elle est un petit peu plus raide. Si j'avance d'1 mètre et monte de 3 mètres, à ce moment-là j'ai presque une falaise. Donc plus le nombre est grand, plus ça grimpe. Quant à lui, si le chemin descend, la pente est négative. S'il est plat, la pente vaut 0. Et les unités racontent ce que l'on mesure. Des centimètres par mètre pour une rampe par exemple, des kilomètres par heure pour notre voyage. Toujours la montée divisée par le pas. Alors, regardez maintenant notre corde. Vers le haut, une distance. Vers la droite, une durée. Sa pente est donc exactement la vitesse moyenne. Le calcul et le dessin disent finalement la même chose. Mais pourquoi divisons-nous au lieu de garder seulement la montée? Eh bien parce que monter de 10 mètres n'a pas le même sens si l'on avance de 100 mètres ou d'1 seul mètre. La division ramène les situations au même pas et permet de les comparer. 10 mètres gagnés sur 100 mètres donne une pente de 0,1. Donc de 10%. Les panneaux routiers parlent d'ailleurs déjà cette langue. Alors finalement, oui, une moyenne, c'est quand même utile, mais elle cache tout ce qui se passe entre les deux extrémités. 100 km en 2 heures donne 50 de moyenne. Que la voiture ait roulé régulièrement ou qu'elle ait foncé puis fait une longue pause. C'est la même corde, mais par contre, ça raconte des histoires différentes. Par exemple, un radar de tronçon prend 2 positions éloignées et calcule une moyenne. Mais un radar qui flash veut connaître la vitesse presque à l'instant du flash. Donc comment passer de 2 instants à un seul sans retomber sur 0 divisé par 0?
Eh bien, l'idée tient en un geste. Gardons 2 instants, mais rapprochons-les. Plus les instants seront proches, moins la voiture aura le temps de changer d'allure entre les deux. La moyenne ne deviendra jamais magiquement un instant, mais elle décrira simplement une fenêtre de plus en plus étroite autour de lui. Donc toute la subtilité sera de comprendre ce que vise cette suite de fenêtres. Prenons un exemple. Je vais fixer le premier point à 1 heure de voyage. Je place le second 1 heure plus tard. La pente de la corde vaut 90. Maintenant, je rapproche le second point. À 30 minutes d'écart, la moyenne vaut 75. À 6 minutes, 63. À 36 secondes, 60,3. À 3,6 secondes, 60,03. Eh bien, regardez le motif. Les nombres ne sautent pas au hasard, ils se rapprochent de 60. Plus l'intervalle devient petit, plus la vitesse moyenne décrit fidèlement ce qui se passe autour de l'instant choisi. Nous pouvons aussi placer le second instant juste avant le premier et le faire avancer depuis la gauche. Pour qu'une dérivée ordinaire existe, les moyennes obtenues depuis la gauche et depuis la droite doivent viser le même nombre. Si l'une vise -1 et l'autre +1, comme nous le verrons sur un coin, aucune pente unique ne peut gagner. Alors la corde pivote et se rapproche d'une droite limite. C'est ce qu'on appelle la tangente. Sa pente vaut 60. Donc ce nombre, c'est la vitesse instantanée à 1 heure. Nous ne l'avons pas obtenu en divisant 0 par 0, mais nous l'avons plutôt obtenu comme la destination de vitesse moyenne parfaitement calculable. Alors voilà le cœur de la dérivée. On rapproche encore, et la moyenne devient l'instant. Le mot instant ici est un raccourci quand même pédagogique. Plus exactement, les moyennes convergent vers un nombre qui décrit le comportement local au point choisi. Ce nombre existe parfois, et parfois non. Les mathématiques ne l'inventent pas, mais elles vont plutôt vérifier que toutes les approximations cohérentes se mettent d'accord. Cependant, une objection naturelle arrive. Pourquoi ne pas coller complètement les 2 points ? Eh bien, essayons. Il ne reste à ce moment-là qu'un point, et par un seul point passe une infinité de droites. La corde a donc disparu. Finalement, dans le calcul, le déplacement et la durée valent tous les deux 0, donc nous n'avons rien gagné. La dérivée ne demande donc pas ce que vaut le quotient quand l'écart vaut 0, elle demande vers quel nombre le quotient se dirige quand l'écart devient aussi petit que l'on veut, tout en restant différent de 0. Alors cette destination s'appelle une limite. Voici une façon peut-être plus précise de l'entendre. Vous exigez que le quotient soit à moins de 1 de la réponse. Je peux choisir h assez petit pour réussir. Vous exigez ensuite une erreur inférieure à 0,1, puis 0,001. Je peux encore resserrer h et réussir. Une limite est une promesse de précision. Quelle que soit la petite marge demandée autour de la destination, les valeurs finissent par entrer dans cette marge et par y rester. Par exemple, les panneaux Paris à 300 km, 100 km, 10 km, 1 km sur le bord de la route peuvent donner une image de l'idée. Avant d'arriver, vous voyez vers quelle destination vous vous approchez, mais attention à la limite de l'analogie. En mathématiques, une valeur peut atteindre sa limite ou ne jamais l'atteindre. La limite ne l'interdit pas et ne l'exige pas. Elle décrit seulement le comportement des valeurs voisines. Alors, retenez cette phrase. On ne pose jamais h égale 0 dans le quotient. On regarde où va le quotient quand h tend vers 0. Et cette distinction explique pourquoi 0 sur 0 est appelée une forme indéterminée. Selon la fonction cachée derrière le quotient, la limite peut valoir 2, -5, 1000, ne pas exister ou devenir infinie. L'écriture 0 sur 0 ne contient donc pas la réponse, mais plutôt elle annonce seulement qu'il faut étudier le comportement voisin. Si vous le souhaitez, il existe également une seconde façon de voir la même idée. La Terre est ronde, mais une petite portion de rue paraît comme plate. De même, autour d'un point régulier, une courbe grossit encore et encore, mais devient impossible à distinguer d'une droite. Cette droite locale, c'est la tangente, et sa pente est la dérivée. Finalement, la dérivée, c'est donc la pente à cet endroit précis. Pas une pente moyenne sur toute la courbe, mais la pente locale. Donc lorsque cette approximation existe, elle donne aussi une formule locale. Tout près du point A, la fonction ressemble à sa hauteur f de a plus sa pente f' de a multipliée par le petit déplacement. Autrement dit, une courbe compliquée se laisse localement remplacer par une droite simple. C'est l'une des raisons pour lesquelles la dérivée est si utile. Mais attention, toutes les fonctions ne sont pas dérivables partout. Pour la courbe valeur absolue, à gauche du coin, la pente vaut -1. À droite, elle vaut +1. Les deux côtés ne se mettent malheureusement jamais d'accord. Il n'existe donc pas de pente unique au coin, et donc pas de dérivée en ce point. Le coin, c'est donc l'exemple le plus visible, mais ce n'est pas le seul échec possible. Une rupture ou une tangente verticale demande aussi de la prudence dans le cadre habituel.
Être dérivable signifie ici qu'à la loupe, la courbe se rapproche d'une droite non verticale, de pente finie et unique. Par conséquent, une fonction dérivable en un point y est forcément continue. Elle ne peut pas se téléporter ailleurs juste à côté. Mais l'inverse est faux. La valeur absolue est parfaitement continue au coin, car son dessin ne se déchire pas. Et pourtant, elle n'y est pas dérivable. Donc continu sans rupture est nécessaire mais pas suffisant pour posséder une pente unique. Alors l'idée, elle a quand même une histoire. Pendant les fermetures de Cambridge liées à la peste, Newton pose une partie des bases de ses travaux sur le mouvement. Il parle de fluxion et note une variation dans le temps avec un point au-dessus de la lettre. Quelques années plus tard, Leibniz développe indépendamment son propre calcul et invente une notation devenue célèbre. dy sur dx. Elle rappelle la petite variation verticale divisée par la petite variation horizontale. Elle se manipule souvent comme une fraction, mais dans notre définition par les limites, ce n'est pas une fraction ordinaire de deux nombres minuscules posés séparément. Il y a donc une querelle de priorité qui va éclater ensuite. Aujourd'hui, on reconnaît les contributions indépendantes des deux hommes, et l'on utilise d'ailleurs encore leurs deux traditions de notation. Newton, lui, va développer ses idées plus tôt, mais les publie tardivement. Leibniz publie sa méthode différentielle en 1684 et propose une écriture particulièrement féconde. La question historique n'est donc pas seulement qui a pensé le premier, mais aussi qui a créé un langage capable de circuler, d'être enseigné et d'engendrer de nouveaux calculs. Alors il faut savoir que les premiers calculs fonctionnaient admirablement, mais leur langage n'avait pas encore toute la précision moderne. En 1734, l'évêque justement George Berkeley attaque les quantités qui semblent d'abord non nulles pour permettre une division, puis disparaissent au moment de conclure. Il les appelle les fantômes des quantités disparues. Sa critique pointe une vraie faiblesse. Obtenir les bons résultats ne suffit pas à justifier chaque étape. Au XIXe siècle, Cauchy justement place la limite au centre de la définition de la dérivée, puis Weierstrass systématise la formulation rigoureuse en epsilon et delta. La limite n'est donc pas une complication scolaire gratuite, elle ferme la brèche logique. H ne devient jamais magiquement zéro dans le quotient. Il faut toutefois éviter une nouvelle légende. Newton et Leibniz n'étaient pas de simples tricheurs qui jetaient des termes au hasard. Leurs idées étaient quand même assez profondes et leurs méthodes remarquablement cohérentes. Berkeley montrait surtout que l'intuition et l'efficacité devaient encore être accompagnées d'un langage assez précis pour transformer chaque étape en démonstration. Bon, et bien maintenant, place à la formule. Mais avant les lettres, revenons une seconde à nos nombres. Tout à l'heure, le premier instant était 1 heure, et la voiture avait parcouru 30 km. Le second instant se trouvait un petit peu plus loin, on va dire à 1/10 d'heure plus tard par exemple. Donc il était à 1,1 heure, et la distance valait 36,3 km. Donc la montée valait donc 36,3 moins 30, soit 6,3 km. Le pas valait 0,1 heure. Donc 6,3 divisé par 0,1 donnait 63 km par heure. La formule générale ne fait rien de nouveau. Elle remplace seulement notre premier instant, 1 heure, par la lettre x, parce que nous voulons pouvoir choisir n'importe quel endroit. Sa hauteur n'est plus forcément 30, nous l'appelons f de x. La lettre f désigne la machine et f de x désigne ce qu'elle renvoie lorsque l'entrée vaut x. Bon, et bien maintenant j'avance horizontalement d'un petit pas que j'appelle h. Attention, h n'est pas une hauteur, c'est l'écart horizontal entre les deux entrées. Si la première entrée vaut x et que j'ajoute h, la seconde vaut x plus h. J'entre donc tout le paquet x plus h dans la machine f. Sa nouvelle hauteur s'écrit f de x plus h, que l'on note avec des parenthèses. F, parenthèse, x plus h, parenthèse fermée. Ce n'est pas f de x, puis plus h. Il faut faire attention à cette subtilité. Bien, nous avons maintenant les coordonnées de nos deux points. Le premier est x, f de x. Le second est x plus h, f de x plus h. De combien avance-t-on finalement? De x plus h moins x, donc de h. De combien monte-t-on? Eh bien, de la nouvelle hauteur moins l'ancienne. F de x plus h moins f de x. Finalement, la pente de la corde est la montée divisée par le pas. Il faut donc placer toute la différence de f de x plus h moins f de x au numérateur, puis diviser l'ensemble par h. Voilà d'où vient le quotient. Chaque morceau correspond à une longueur visible sur notre escalier. Eh bien, cette expression donne encore une pente moyenne entre deux points. Le dernier geste est celui que nous connaissons. Le second point se rapproche du premier. Le pas h tend vers 0 sans jamais être remplacé par 0 et la corde vise la tangente. On écrit alors f' de x égale la limite quand h tend vers 0 de la quantité f de x plus h moins f de x, le tout sur h. En français, la pente au point x est la destination de la montée divisée par le pas
quand le pas devient minuscule. La formule n'est plus tombée du ciel, elle est exactement notre escalier, écrit avec des lettres. Vérifions aussi les unités. Si x est mesuré en secondes et f de x en mètres, le numérateur est une différence de mètres et le dénominateur une différence de secondes. Donc la dérivée s'exprime donc en mètres par seconde. Les symboles ne détruisent pas le sens physique, ils le conservent jusque dans les unités, et ceci est très important. Si vous le souhaitez, faisons tourner la formule une fois. Un carré de côté x possède une aire de x au carré. J'agrandis son côté d'un petit h. Quelle aire ai-je ajouté? Il apparaît une bande verticale d'aire x fois h, une bande horizontale de même aire, puis un tout petit carré de coin d'air h au carré. L'augmentation totale vaut donc 2 fois x fois h plus h au carré. Maintenant, je divise cette augmentation par le pas h. Pour h différent de 0, j'obtiens 2x plus h. Puis h tend vers 0, donc le terme h se rapproche de 0 et le quotient se rapproche de 2x. À présent, écrivons le même raisonnement mais en algèbre. X plus h au carré donne x au carré, plus 2 fois x fois h plus h au carré. On retire l'ancien x au carré et il reste donc 2 fois x fois h plus h au carré. Maintenant on peut factoriser h, puis on simplifie h au numérateur et au dénominateur. Cette simplification est légale parce que, pendant tout le calcul, h est différent de 0. Finalement, la dérivée de x au carré vaut donc 2x. Eh bien, remarquez ici toute la rigueur, nous n'avons jamais divisé par 0, nous avons simplifié par h non nul, puis seulement étudié la limite. En réalité, le résultat raconte quelque chose de concret. Pour un carré de côté 3 par exemple, une petite augmentation du côté produit environ 6 fois cette augmentation en aire. Pour un carré de côté 10, elle produit environ 20 fois cette augmentation. C'est-à-dire que plus le carré est grand, plus une même petite bordure, justement, ajoute d'air, car ces deux grands côtés vont y contribuer. Bien, alors jusqu'ici nous avons cherché la pente en un point. Promenons maintenant le point sur toute une courbe lisse. À chaque entrée où la fonction est dérivable, nous obtenons un nombre, sa pente. C'est-à-dire que si je rassemble tous ces nombres, je construis une nouvelle fonction. Elle reçoit x et renvoie la pente en x. On l'appelle la fonction dérivée et on la note f'. Il faut bien distinguer les deux niveaux. f' de x est un nombre, la dérivée au point x. f' sans x désigne la fonction qui rassemble toutes ces pentes. Par exemple, pour f de x est égal à x au carré, la fonction dérivée est f' de x égale à 2x. À x égale 3, elle renvoie 6. À x égale 10, elle renvoie 20. Donc la règle 2x est la machine. 6 et 20 sont des réponses particulières de cette machine. Par exemple, dans une vraie voiture, des capteurs mesurent la rotation des roues sur de minuscules intervalles, puis l'électronique va permettre de filtrer les mesures. Le compteur ne réalise donc pas une infinité d'étapes, mais il va plutôt fournir une excellente approximation physique de la dérivée de la position. Enfin, une dérivée peut aussi exister seulement sur une partie du domaine. Si la fonction possède un coin ou une rupture, la nouvelle machine f' n'a tout simplement pas de valeur ordinaire à cet endroit. Le domaine de la fonction dérivée peut donc être plus petit que celui de la fonction de départ. Bien, la dérivée, elle devient maintenant un certain outil de lecture, comme nous l'avons vu. Si f' est positif sur un morceau, la fonction augmente, la courbe monte. Si f' est négative, la fonction diminue. Si f' vaut 0, en un point, la tangente y est horizontale. Sur notre dessin, la dérivée passe de positive à négative au sommet, puis de négative à positive au creux. C'est le changement de signe qui donne le verdict. Un tableau de variation ne raconte rien d'autre. Le signe de la dérivée traduit les montées et les descentes de la fonction. Si la dérivée reste positive mais devient très petite, la courbe monte encore, simplement, plus lentement. Si la dérivée vaut 0 en un point isolé, sans changer de signe, la courbe peut marquer un palier et continuer dans le même sens. Le nombre 0 décrit une tangente horizontale. Seul le comportement autour du point permet de parler de sommet ou de creux. À présent, prenons un exemple. Celui peut-être d'un ballon qui va atteindre le sommet de sa trajectoire. Au sommet du vol, le ballon cesse un instant de monter avant de redescendre. Sa tangente est horizontale et sa vitesse verticale vaut 0. Pour chercher un sommet ou un creux, donc lisse à l'intérieur d'un intervalle, nous commençons donc par résoudre f' de x égale à 0. Mais attention, ce sont des candidats, pas encore le verdict. La fonction x au cube a une dérivée nulle au milieu, pourtant elle continue de monter. Un meilleur point peut aussi se trouver au bord de l'intervalle ou sur un point où la dérivée n'existe pas. Alors la méthode complète va plutôt consister à chercher les points critiques, étudier les changements de signe, puis comparer les valeurs et les bords. Pour une boîte d'1 litre, par exemple, on écrit la quantité de métal en fonction du rayon. La dérivée nulle fournit un certain candidat, mais par contre le signe et les bords vont confirmer le minimum. Alors,
Pourquoi les bords comptent-ils? Sur un intervalle fermé, la fonction peut continuer à monter jusqu'à la dernière valeur autorisée. Le maximum se trouve alors au bord, sans que la dérivée y soit nulle. Et pourquoi regarder les points non dérivables? Eh bien parce que le sommet pointu d'une montagne peut être le plus haut point du dessin, même si aucune tangente unique n'y existe. Eh bien c'est ça l'idée de l'optimisation. Transformer un meilleur choix en sommet ou en creux, puis utiliser la dérivée comme un outil de recherche, pas comme une baguette magique. Dans les problèmes réels, il faut encore respecter certaines contraintes. Une boîte doit par exemple avoir un volume fixé, une dose doit rester dans une zone sûre, une aile doit être solide. Eh bien la dérivée aide à explorer les choix possibles une fois le modèle posé. Elle ne remplace ni les données, ni les contraintes, ni le jugement humain. Puisque la dérivée est maintenant une fonction, nous pouvons la dériver à son tour. La dérivée de la position est la vitesse, et la dérivée de la vitesse est l'accélération. Dans un avion qui se déplace en ligne droite à vitesse constante, sans regarder dehors, votre corps ne détecte pas directement cette vitesse. Au décollage, en revanche, le siège exerce une force sur vous pendant que la vitesse change. Vous détectez les effets de l'accélération. On peut même dériver encore. La troisième dérivée de la position s'appelle l'acoup. Elle mesure la rapidité avec laquelle l'accélération change. Les ingénieurs, justement, vont tenter de l'adoucir dans les trains et les ascenseurs pour rendre le mouvement beaucoup plus confortable. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de lois scientifiques qui vont relier une grandeur à sa vitesse de changement. Dans un modèle simple, un café refroidit d'autant plus vite que l'écart avec la pièce est grand. Une population sans ressources limitées croît d'autant plus vite qu'elle est nombreuse. Un grand ensemble d'atomes radioactifs se désintègre à un rythme proportionnel au nombre d'atomes restants. Toutes ces relations entre une fonction et ses dérivés s'appellent des équations différentielles. Elles forment l'une des grandes langues avec lesquelles la science modélise l'évolution. Une telle équation ne donne pas toujours une courbe unique à elle seule. Pour savoir quelle évolution concerne notre café ou notre projectile, il faut aussi connaître une certaine condition initiale. Sa température au départ, sa position et sa vitesse de lancement. La loi décrit comment changer, l'état initial indique d'où commence l'histoire. Mais pour les personnes qui seraient un petit peu plus intéressées, il y a une vidéo sur ma chaîne concernant les équations différentielles. Eh bien je crois qu'il est maintenant temps de rassembler toutes ces idées. La pente, c'est quoi? Eh bien la pente, elle répond à la question de combien ça monte quand j'avance d'un pas. La pente d'une corde donne une variation moyenne entre deux points. En rapprochant les points, le quotient moyen peut se diriger vers une limite. On ne pose jamais h égale à 0 dans le quotient, mais plutôt cette limite, lorsqu'elle existe et qu'elle est finie, est la dérivée au point considéré, la pente locale de la courbe. f' de x est un nombre. Toutes ces pentes réunies forment la fonction dérivée f'. Son signe indique où la fonction monte et descend. Une dérivée nulle donne un candidat pour un sommet ou un creux, que l'on doit ensuite vérifier. En physique, et notamment en mécanique, si on doit par exemple dériver plusieurs fois, on passe de la position à la vitesse, puis à l'accélération, et l'on ouvre la porte au grand modèle d'évolution de la science. Si vous ne deviez retenir qu'une image, gardez celle-ci. Deux points forment une corde et racontent une moyenne. Lorsqu'un point se rapproche de l'autre, la corde vise une tangente, et la pente de cette tangente, c'est la dérivée. Tout le reste est une manière de calculer, d'organiser ou d'utiliser cette idée. Bien. Eh bien, le plus important maintenant, c'est que nous sommes partis d'une flèche immobile sur une photographie. Nous arrivons à une droite qui frôle une courbe et révèle son mouvement local. La dérivée, finalement, c'est la pente à cet endroit précis. C'est la manière mathématique de lire comment une grandeur change, ici et maintenant.